d'un homme debout sur une camionnette avec une mitraillette et déclenchant une guerre qui a laissé 11 morts à travers 4 pays, à un homme touchant des allocations sociales du gouvernement suédois tout en vivant dans un manoir en Afrique du Sud. Voici l'histoire de Thomas Möller, le biker le plus dangereux que la Suède ait jamais connu. L'homme sur le toit de la camionnette. Le 26 janvier 1994, dans la ville suédoise de Helsingborg, un homme grimpa sur le toit d'une camionnette garée devant le clubhouse d'un gang biker rival. Il leva une mitraillette de gros calibre et ouvrit le feu sur le bâtiment en dessous de lui. Un homme à l'intérieur perdit un doigt. Les autres plongèrent à couvert. Mais il ne s'agissait pas d'un criminel de rue réglant ses comptes. L'homme debout sur ce toit était le président du chapitre Hells Angels de Malmö, le père fondateur de toute l'opération Hells Angels en Suède, et le biker hors la loi le plus puissant d'Europe à cette époque. Un homme tellement digne de confiance pour le président international des Hells Angels, Sonny Barger, qu'il était le seul dirigeant européen que Barger acceptait de rencontrer en face à face. Voici Thomas Möller. Et ce matin-là, il n'a envoyé personne. Il y est allé lui-même. Ce qui suivit ne fut pas seulement une fusillade. Ce fut le premier tir de la Grande Guerre des bikers nordiques. 3 ans, 4 pays, 11 morts, 74 tentatives de meurtre, des missiles anti-chars tirés sur des clubhouses dans des capitales européennes, des bombes placées sur les voitures de policiers dans leurs propres allées, 2 gouvernements réécrivant leurs lois parce que rien de ce qu'ils avaient préparé contre les organisations criminelles ne ressemblait à ce qui se produisait désormais dans leurs rues. Tout a commencé avec un seul homme sur le toit d'une seule camionnette à Helsingborg. Mais pour comprendre pourquoi le biker le plus puissant d'Europe a ressenti le besoin de grimper lui-même sur ce toit, il faut revenir à ses origines. Retour à Malmö et à une compétition imaginée par un homme dirigeant le plus grand empire criminel de motards d'Europe depuis une cellule de prison danoise où il purgeait 2 peines de prison à vie pour meurtre. Malmö et les Dirty Dragons. Malmö se trouvait à l'extrémité sud de la Suède, juste en face du détroit de l'Öresund, qui séparait la ville de Copenhague. Par temps clair, on pouvait voir le Danemark depuis le rivage. Les 2 villes étaient beau séparées par 3 miles d'eau et reliées par un ferry circulant assez régulièrement pour que la frontière entre elles semble plus administrative que réelle. Tout ce qui se passait à Copenhague arrivait à Malmö avant même d'atteindre Stockholm, culturellement, économiquement et criminellement. La 3e plus grande ville de Suède possédait son propre caractère distinct. Ouvrière dans son âme, industrielle dans son histoire, avec le genre de paysage social qui produit des hommes à l'aise, avec la confrontation physique et profondément méfiant envers l'autorité. Ce n'était pas Copenhague, ce n'était pas Stockholm. C'était une ville vivant dans l'ombre des 2 et développant sa propre identité précisément grâce à cette position. Thomas Möller est né ici en 1964. Il a grandi dans le Malmö des années 1970 et du début des années 1980, une ville traversant la même désindustrialisation qui vidait de leur substance les communautés ouvrières à travers l'Europe du Nord. Les chantiers navals qui avaient fait vivre des générations de familles de Malmö fermaient. Les emplois qu'ils soutenaient disparaissaient. Ce qui les remplaça fut un vide que différentes communautés remplirent chacune à leur manière. Certains se tournèrent vers la politique, d'autres vers la religion, d'autres encore vers la sous-culture émergente qui se répandait à travers l'Europe depuis ses origines américaines, le monde des motards hors la loi. Möller fut attiré très tôt par les voitures et les motos. Le monde mécanique avait du sens pour lui d'une manière que la vie institutionnelle n'avait pas. Au début des années 1980, il cofonda un club appelé les Dirty Dragons. Le nom lui-même révélait quelque chose de la culture qu'il construisait, brutale, peu raffinée, volontairement en dehors du courant respectable. Mais, au départ, les Dirty Dragons étaient exactement ce qu'ils semblaient être. Un groupe d'hommes organisés autour des véhicules, de la vitesse,
et de cette fraternité particulière qui se forme entre des gens partageant une obsession mécanique dévorante. Ils roulaient ensemble. Ils travaillaient ensemble sur les motos. Ils construisaient le genre de loyauté qui naît du temps réellement passé avec les autres plutôt que d'une amitié jouée à distance confortable. Rien dans les débuts des Dirty Draggles ne laissait présager ce qu'ils allaient devenir. Mais Möller observait quelque chose auquel la plupart des habitants de Malmö ne prêtaient pas suffisamment attention. Il observait ce qui se passait de l'autre côté de l'eau au Danemark. Et de l'autre côté de l'eau, quelque chose d'extraordinaire était en train de se construire. En 1980, un groupe de bikers danois avait accompli quelque chose d'inédit dans l'histoire scandinave. Ils avaient été acceptés comme le premier chapitre officiel des Hells Angels au nord de l'Europe continentale. L'homme derrière cet accomplissement était Bent Sven Nilsen, connu dans le monde biker sous le nom de Blondie. Nilsen n'était pas un homme subtil. Il avait été condamné pour 2 meurtres avec préméditation en 1984 et avait reçu une peine de prison à vie. Mais une peine à vie dans le Danemark des années 1980 ne signifiait pas la fin d'une carrière criminelle. C'était simplement un changement de lieu. Nilsen dirigeait son organisation depuis sa cellule de prison avec une clarté de vision et une intelligence stratégique que la plupart des hommes libres ne pouvaient égaler. À la fin des années 1980, Nilsen pensait à l'expansion. Le Danemark était établi. L'infrastructure était en place. Le territoire logique suivant était la Suède, juste de l'autre côté du détroit, culturellement proche et criminellement sous-développé du point de vue des Hells Angels. Il y avait des clubs bikers en Suède. Il y avait des réseaux criminels. Mais il n'y avait aucun chapitre Hells Angels. Et Nilsen avait l'intention de changer cela. Mais la méthode qu'il choisit pour s'étendre en Suède ne ressemblait à rien de ce qu'on attendait. Nilsen n'identifia pas le club suédois le plus puissant pour lui proposer de rejoindre l'organisation. Il n'envoya pas de représentants négocier. À la place, il conçut une compétition. 3 clubs bikers existants de Malmö furent informés simultanément des conditions. Le club qui éliminerait les 2 autres en premier deviendrait le premier chapitre officiel des Hells Angels en Suède. Ce n'était pas une négociation commerciale. C'était un processus de sélection darwinien administré par un homme purgeant une double peine pour meurtre, conçu pour garantir que le club survivant soit exactement le type de club capable de prospérer dans la structure des Hells Angels. On ne voulait pas d'un chapitre à qui l'on avait offert son écusson. On voulait un chapitre qu'il avait gagné en se battant, qui avait démontré sa volonté de faire ce qui était nécessaire, qui avait déjà prouvé, avant même de déposer une candidature, qu'il comprenait le monde dans lequel il entrait. Les Dirty Draggles participèrent à la compétition. S'ils avaient été un club de voitures et de motos typiques sans véritable goût pour la confrontation réelle, l'histoire se serait arrêtée là. Ils auraient été l'un des clubs éliminés plutôt que celui qui éliminait les autres. Mais Möller n'avait pas construit les Dirty Draggles pour en faire un club ordinaire. Il les avait construits autour d'un type d'homme bien précis, et ces hommes se montrèrent à la hauteur de ce que la compétition exigeait. Les Dirty Draggles gagnèrent. Les méthodes utilisées pour éliminer les 2 autres clubs ne sont pas entièrement documentées dans les archives publiques. Mais le résultat ne fait aucun doute. En 1990, les Dirty Draggles furent acceptés comme chapitre underground des Hells Angels, la première étape d'une association officielle avec l'organisation. En 1991, ils passèrent au statut de prospect. Et en 1993, après 3 années à faire leurs preuves au sein de la hiérarchie, ils reçurent leur écusson complet. La Suède avait son premier chapitre officiel des Hells Angels. Il était basé à Malmö. Et Thomas Möller, l'homme qui avait cofondé un club de voitures et de motos dans une ville suédoise en pleine désindustrialisation une décennie plus tôt, en était le président. Mais ce qui se passa ensuite n'était pas quelque chose que Nilsen avait pleinement anticipé lorsqu'il avait conçu sa compétition. Parce que Möller ne se contentait pas de diriger un chapitre. Il avait des ambitions plus grandes et un casier judiciaire vierge qui allait lui ouvrir une porte que Nilsen lui-même ne pourrait jamais franchir. La connexion Sonny Barger.
Il y avait une chose qui distinguait Thomas Möller de toutes les figures importantes des Hells Angels en Scandinavie, au début des années 1990. Un avantage qu'aucune réputation criminelle ni compétence organisationnelle ne pouvait fabriquer pour quelqu'un qui ne le possédait pas. Il n'avait aucun casier judiciaire. Pour la plupart des hommes évoluant dans le monde des motards hors la loi, avoir un casier vierge n'était pas quelque chose dont on pouvait être fier. Cela suggérait que vous n'aviez pas fait assez, que vous ne vous étiez pas engagé totalement, que vous n'aviez pas payé le prix qu'une appartenance sérieuse exigeait. Mais dans la situation précise de Möller, au début des années 1990, exactement au moment où les Hells Angels prenaient des décisions sur ceux qui dirigeraient leur expansion européenne, un casier vierge était l'atout le plus précieux qu'un homme pouvait posséder, parce qu'un casier vierge signifiait qu'il pouvait voyager aux États-Unis. La loi américaine sur l'immigration était claire sur ce point. Les étrangers condamnés pénalement n'étaient pas autorisés à entrer sur le territoire. Bent Svane Nielsen, l'homme qui avait construit les Hells Angels danois et supervisé l'expansion ayant conduit au chapitre de Möller, avait 2 condamnations pour meurtre avec préméditation. Il était définitivement interdit d'entrer aux États-Unis. Il ne pouvait pas se rendre à Auckland. Il ne pouvait pas s'asseoir en face de Sonny Barger. Il ne pouvait pas construire la relation personnelle directe avec l'homme au sommet de toute l'organisation internationale qui aurait consolidé sa position de leader incontesté des opérations européennes. Möller, lui, le pouvait. Peu après que le chapitre de Malmö ait reçu son écusson complet en 1993, Möller s'envola pour Oakland, en Californie. Il entra dans le Mother Chapter des Hells Angels, le chapitre fondateur de toute l'organisation, celui dont toutes les chartes ultérieures dans le monde tiraient finalement leur autorité. Et il s'assit face à Ralph Sonny Barger, l'homme qui avait transformé les Hells Angels d'un simple club de motards californiens en une entreprise criminelle internationale avec des chapitres sur 6 continents. Ce qui fut dit durant cette rencontre ne fait pas partie des archives publiques. Mais son résultat, oui. Barger reconnut chez Möller quelque chose dans lequel il valait la peine d'investir. Un homme qui avait remporté une compétition darwinienne pour gagner son écusson, qui avait démontré ses capacités organisationnelles et sa dureté personnelle en construisant son chapitre à partir de rien, qui possédait l'intelligence stratégique nécessaire pour comprendre que se présenter lui-même à Auckland, plutôt que d'envoyer un représentant, était déjà un signal en soi. Möller sortit de cette rencontre avec quelque chose qu'aucun autre dirigeant européen des Hells Angels n'avait réussi à obtenir. Une relation personnelle directe avec Barger, non médiée par des intermédiaires, non menée par lettre ou représentant, directe. Cette relation changea tout. Au début des années 1990, alors que la présence des Hells Angels en Scandinavie s'étendait et que les tensions avec les bandidos arrivant dans la région commençaient à monter, Möller était en pratique le dirigeant de toutes les opérations européennes des Hells Angels. Pas Nielsen, malgré son ancienneté, malgré son histoire, malgré la décennie passée à bâtir la base danoise qui avait rendu tout le reste possible. Nielsen gérait son empire depuis une cellule de prison et ne pouvait pas quitter le Danemark sans risquer des complications avec les conditions de sa libération conditionnelle. Möller était mobile, connecté et rendait directement des comptes au sommet. Les autres dirigeants européens importants rendaient des comptes à Möller, lui rendait des comptes à Barger. La chaîne de commandement était aussi claire que la hiérarchie militaire dont le club s'était toujours inspiré. Et au sommet de la branche européenne de cette chaîne se trouvait un homme de Malmö qui avait commencé sa vie adulte en cofondant un club de voitures et de motos et qui avait passé la décennie suivante à devenir la figure des Hells Angels, la plus puissante du continent. Mais un tel pouvoir n'existe pas dans le vide. Et au début des années 1990, le vide que le pouvoir de Möller occupait était contesté depuis le sud. Les bandidos avaient établi leur premier chapitre européen à Marseille en 1989. Ils remontèrent vers le nord, vers l'Allemagne, vers le Danemark, vers les territoires scandinaves que l'organisation de Möller avait développés et considérait comme les siens.
et la question de savoir jusqu'où les bandidos seraient autorisés à s'étendre avant que les Hells Angels ne réagissent devenait de plus en plus urgente à chaque nouveau chapitre créé par le club rival. La réponse arriva en janvier 1994 à Helsingborg. Mais avant cette réponse, il y eut un élément déclencheur précis. Un club appelé les Morbid MC opérait à Helsingborg, et ils avaient pris une décision concernant la direction qu'ils allaient pas y suivre. Les Hells Angels leur avaient proposé une voie d'adhésion. Les Bandidos avaient fait une offre concurrente, et les Morbid avaient choisi les Bandidos. Pour Möller, assis au sommet de la structure européenne des Hells Angels, ce choix n'était pas une position de négociation qu'il était prêt à accepter. C'était une provocation nécessitant une réponse immédiate et sans ambiguïté. Non pas parce que les Morbid eux-mêmes étaient stratégiquement essentiels, mais à cause du message que cette réponse enverrait à tous les autres clubs de Scandinavie, qui observaient et faisaient leurs propres calculs sur l'organisation avec laquelle ils allaient s'aligner. Si les Hells Angels permettaient à un club de choisir les Bandidos sans conséquence, tous les clubs de la région comprendraient que les Hells Angels pouvaient être défiés sans coup. Et dans le monde où évoluait Möller, la perception de pouvoir être défié sans conséquence était plus dangereuse que n'importe quelle perte territoriale isolée. Alors, il n'envoya pas de représentants. Il ne transmit pas d'avertissement par des canaux discrets. Il grimpa sur le toit d'une camionnette avec une mitraillette et il y alla lui-même. Parce que le message ne concernait pas seulement les Morbides, il concernait tous les clubs de Scandinavie qui observaient. Et ce message devait être impossible à mal interpréter. Il ne fut pas mal interprété. Mais ce qui suivit fut quelque chose que même Möller, debout sur le toit de cette camionnette à Helsingborg, n'aurait pas pu pleinement anticiper. La guerre. L'attaque contre le clubhouse des Morbides à Helsingborg, le 26 janvier 1994, était censée être une déclaration, une démonstration de ce qui arrivait lorsqu'un club faisait le mauvais choix. Rapide, personnel, sans ambiguïté. Möller l'avait mené lui-même pour s'assurer que le message ait un impact maximal. Mais les Morbids ne se sont pas dissous. Ils n'ont pas abandonné leur affiliation avec les Bandidos pour revenir vers les Hells Angels, la tête baissée. Ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont intensifié le conflit. Le 21 février 1994, moins d'un mois après l'attaque à la mitraillette de Möller, les Morbids ripostèrent. Ils attaquèrent le clubhouse des rebelles MC à Helsingborg, un club affilié aux Hells Angels, en utilisant un canon sans recul Carl Gustaf de 8,4 cm, une arme militaire anti-char. Tiré sur un bâtiment civil dans une ville suédoise, l'attaque endommagea les lieux, mais ne fit aucun mort. Mais elle démontra quelque chose qui changea complètement la nature de ce qui se déroulait. Les Morbides avaient accès à du matériel militaire, et ils étaient prêts à l'utiliser. La question de savoir d'où venait cet arsenal trouva sa réponse la nuit précédant l'attaque. Le 20 février 1994, les Bandidos cambriolèrent une armurerie militaire dans une région rurale de Suède. Ce qu'ils prirent n'était pas une petite collection d'armes volées. Ils emportèrent 16 roquettes anti-chars à lancement d'épaule, des centaines de grenades à main, des pistolets, des fusils, des caisses de munitions. L'armée suédoise conservait des armes dans des armureries réparties à travers le pays dans le cadre de son infrastructure de défense. La plupart des hommes suédois avaient effectué leur service militaire obligatoire et savaient utiliser des armes militaires. Les bikers savaient ce qui était stocké dans ces armureries et ils savaient comment y accéder. La direction des Hells Angels aux États-Unis commença à s'inquiéter. Le chapitre d'Auckland de Barger convoqua Möller à une réunion. Le message venu d'Auckland était prudent et précis. La Suède était un territoire des Hells Angels. Le pacte de Paris, un accord territorial antérieur entre les deux clubs, l'avait établi. Mais Auckland voulait éviter une guerre et l'exposition judiciaire qui l'accompagnait. L'accord reposait sur une non-agression. Le chapitre d'Auckland rencontra simultanément les dirigeants des Bandidos à Houston et réaffirma la revendication territoriale.
La trêve dura quelques semaines. En février 1994, une fusillade éclata entre membres des Hells Angels et des Bandidos à Helsingborg, tuant Joachim Baumann, membre d'un club de soutien des Hells Angels. Il fut la première victime. Il ne serait pas la dernière. La guerre qui suivit se déroula simultanément dans 4 pays, avec une complexité géographique et logistique que les forces de l'ordre des 4 nations eurent du mal à suivre en temps réel. Le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande devinrent des champs de bataille interconnectés où un incident dans un pays déclenchait des représailles dans un autre quelques jours plus tard. Les clubs coordonnaient leurs actions au-delà des frontières nationales avec la discipline que leur hiérarchie, inspirée du modèle militaire, avait été conçue pour produire. En Suède, où l'organisation de Möller constituait la principale force des Hells Angels, la violence se concentra dans le sud. Malmö et Helsingborg étaient les centres névralgiques. Mais le conflit se déplaça. Fusillades depuis des voitures à Stockholm. Incidents dans des villes à travers tout le pays. La police suédoise, contrairement à ses homologues danois et norvégiens, n'était pas préparée à ce qu'elle affrontait et ne répondit pas avec la même agressivité. La raison de cette absence de réaction devint claire à travers les témoignages des policiers eux-mêmes. En 1999, un policier suédois fut aveuglé à vie lorsqu'une bombe placée dans sa voiture explosa. En 2000, un autre policier vit sa voiture exploser dans sa propre allée. En 2002, une bombe fut découverte attachée à la porte d'entrée d'un policier suédois avant qu'elle ne puisse exploser. Le schéma était cohérent et délibéré. Les policiers qui poursuivaient agressivement les clubs bikers devenaient des cibles personnelles. Pas leurs véhicules, pas leurs bureaux, leurs maisons, leurs voitures garées dans leurs allées, les endroits où vivaient aussi leurs familles. Un policier suédois qui accepta de parler à des journalistes uniquement sous couvert d'anonymat décrivit ce que cela produisait au sein des forces de l'ordre. « À cause de toutes les menaces contre les policiers, dit-il, je pense que les policiers ferment les yeux. Ce climat d'intimidation donna à l'organisation de Möller une liberté opérationnelle en Suède, dont les chapitres danois et norvégiens ne bénéficiaient pas. Les autorités suédoises réagissaient là où les autorités danoises agissaient de manière proactive. Et cette différence d'approche donna aux Hells Angels suédois une marge d'action que leurs homologues de l'autre côté du détroit n'avaient pas. Pendant ce temps, la guerre elle-même s'intensifia tout au long de 1995 et jusqu'en 1996 à des niveaux qui faisaient paraître les premiers mois presque modérés. Le 17 juillet 1995, Mikael Ljunggren, premier président national des Bandidos en Suède, fut abattu alors qu'il roulait à moto sur l'autoroute E4 dans le Småland. Il revenait d'une visite en Finlande et roulait seul après que la moto de son compagnon soit tombée en panne. Il fut touché plusieurs fois, une balle traversant son gilet pare-balles et le frappant dans le dos. Il tomba de sa moto puis fut écrasé par une voiture. Une ambulance arriva jusqu'à lui et les médecins crurent d'abord traiter la victime d'un accident de la route. Ce n'est qu'à l'hôpital qu'il devint clair qu'il avait été abattu. Le meurtre n'a jamais été officiellement résolu, mais la police suédoise pensait que des membres des Hells Angels en étaient responsables. Des données de téléphonie mobile placèrent les téléphones de membres des Hells Angels le long du trajet de Ljunggren, dès le moment où il descendit du ferry à Stockholm. En octobre 1996, le conflit atteignit un nouveau seuil. 3 attaques contre des clubhouses des Hells Angels eurent lieu en quelques jours. La 3e attaque impliqua une explosion à Malmö qui blessa 12 civils n'ayant aucun lien avec l'un ou l'autre des clubs. Et aucune raison de penser que les rues d'une ville suédoise deviendraient des dommages collatéraux dans une guerre entre 2 organisations de motards. Quelques jours plus tard, un prospect des Bandidos nommé Nils Poulsen tira une roquette anti-char sur un clubhouse des Hells Angels à Copenhague pendant une fête. 2 personnes furent tuées, le membre des Hells Angels Louis Lind Nielsen et un invité nommé Jan Krohn. Poulsen fut condamné à la prison à vie. À la fin d'octobre 1996, une voiture piégée explosa devant le clubhouse des Hells Angels à Oslo. Au moment où la guerre atteignit son apogée, l'ampleur de ce qui s'était produit
était presque impossible à assimiler. 11 morts, 74 tentatives de meurtre documentées à travers 4 pays, 96 blessés. 2 gouvernements forcés d'adopter des lois d'urgence en plein conflit parce que leurs lois existantes avaient été écrites pour un monde où des organisations criminelles ne déployaient pas de roquettes militaires lancées à l'épaule dans des capitales européennes. Müller dirigea les Hells Angels suédois pendant chaque année de ce conflit. Il avait commencé avec une mitraillette sur le toit d'une camionnette à Helsingborg. Il dirigea l'opération suédoise durant 3 années de violence grandissante. Et lorsque tout prit finalement fin, ce fut lui qui contribua à y mettre un terme. Le 25 septembre 1997, devant les caméras de télévision et les journalistes, Müller et Bent Van Nielsen se tinrent ensemble pour représenter les Hells Angels. Face à eux se trouvait le président des Bandidos, Jim Tindan. L'accord de paix fut signé. La guerre que Müller avait personnellement déclenchée avec une mitraillette 33 mois plus tôt fut officiellement déclarée terminée. Mais voici ce que les caméras présentes à cette conférence de presse ne montrèrent pas. Ce qui se passait dans la vie financière de Müller pendant ces mêmes années. Parce que pendant que la guerre se déroulait à travers 4 pays, pendant que des policiers perdaient un œil et voyaient leurs voitures exploser dans leurs allées, pendant que des gouvernements réécrivaient leurs lois, Thomas Müller percevait des allocations d'invalidité de l'État suédois pour un mal de dos. Et cela, à bien des égards, était la partie la plus extraordinaire de toute cette histoire. Le handicap. Voici le profil financier officiel de Thomas Müller durant les années où il était le dirigeant des Hells Angels le plus puissant d'Europe. Revenu déclaré, 14 000 couronnes suédoises par mois, environ 1 700 $ américains. Des allocations d'invalidité versées par l'État suédois pour une blessure au dos que Müller affirmait l'empêcher de travailler. C'était toute l'image officielle. Un homme handicapé, sans emploi, sans revenus commerciaux, sans investissements enregistrés. Un homme vivant modestement grâce à l'aide de l'État, tout en souffrant d'une blessure chronique. Maintenant, voici ce que Thomas Müller possédait réellement pendant ces mêmes années. Une Ferrari. Pas une voiture d'occasion achetée prudemment dans les moyens d'un homme vivant, avec une pension d'invalidité. Une Ferrari, le genre d'automobile qui, dans la Suède des années 1990, annonçait la situation financière de son propriétaire dès qu'elle apparaissait dans une rue du pays. Un Hummer, 2 motos Harley-Davidson, plusieurs appartements à Malmö, une ville où posséder plusieurs biens immobiliers représentait une richesse accumulée considérable, et une propriété privée en bord de mer à Llandudno, une banlieue côtière du Cap en Afrique du Sud, située sur des falaises au-dessus de l'océan Atlantique, avec des vues que les agents immobiliers de la région décrivaient comme parmi les plus spectaculaires de l'hémisphère sud. Les journalistes canadiens Julian Scher et William Marsden, qui ont longuement enquêté sur Müller pour leur livre consacré à l'empire criminel des Hells Angels, ont visité la propriété sud-africaine. Ils furent prudents dans leur formulation lorsqu'ils écrivirent à son sujet. Ils notèrent que cette propriété dépassait largement ce qu'un homme vivant d'une pension d'invalidité pouvait se permettre. Cette formulation prudente faisait beaucoup de travail. Ce qu'ils décrivaient était une propriété d'une taille et d'une qualité n'ayant absolument aucun rapport avec le profil financier que Müller avait présenté pendant une décennie à l'agence suédoise d'assurance sociale. Mais la propriété, la Ferrari et le Hummer n'étaient pas les choses les plus remarquables que possédait Müller. À l'intérieur d'une pièce privée de la propriété sud-africaine, Müller entretenait un musée, non ouvert au public, personnel, soigneusement organisé. Il contenait de véritables uniformes nazis de la Seconde Guerre mondiale, des bannières et drapeaux nazis, des armes de la même période et des automobiles ayant appartenu à des figures importantes de la direction nazie. La collection avait été assemblée au fil des années, soigneusement acquise et préservée avec l'attention que les collectionneurs sérieux accordent aux objets qu'ils considèrent importants. Ce que cela révélait des intérêts idéologiques et des convictions privées de Müller, les journalistes qui l'avaient documenté laissèrent le lecteur l'interpréter lui-même. Mais l'existence de cette collection ne faisait aucun doute. Elle était là.
elle lui appartenait. Et elle se trouvait dans une propriété qu'il possédait pendant que l'État suédois payait ses frais médicaux. Un policier suédois fut interrogé à propos de la demande d'invalidité. Sa réponse fut une simple question prononcée sans commentaire supplémentaire. « Comment s'est-il blessé au dos ?» demanda l'officier. « Il a un bon médecin. » Cette phrase résumait quelque chose d'important sur la relation entre Möller et les forces de l'ordre suédoises pendant cette période. Il n'y avait aucun mystère concernant l'écart entre ses revenus déclarés et son véritable train de vie. Les policiers pouvaient y voir la Ferrari. Ils pouvaient consulter les registres immobiliers. Ils savaient combien coûtait une propriété en bord de mer au Cap. Mais comprendre cet écart et pouvoir faire quelque chose à ce sujet dans les limites de ce qui pouvait réellement être prouvé devant un tribunal suédois étaient deux problèmes complètement différents. Et pendant des années, l'écart entre ces deux problèmes resta ouvert. Möller passait environ la moitié de chaque année dans sa propriété sud-africaine. Il n'était pas le seul parmi les hauts dirigeants bikers scandinaves à adopter ce mode de vie. Bent Svein Nielsen, le fondateur danois des Hells Angels, qui avait conçu la compétition ayant donné naissance au chapitre de Möller, possédait lui aussi sa propre propriété en Afrique du Sud, près de la réserve naturelle de l'Elephant River. La géographie des dirigeants scandinaves des Hells Angels avait développé un caractère offshore bien spécifique. L'Afrique du Sud pour les Hells Angels, la Thaïlande pour les hauts dirigeants des Bandidos. Des pays au climat favorable, suffisamment éloignés des autorités fiscales nordiques et avec une surveillance assez souple des capitaux étrangers entrants pour que les questions sur leur origine soient rarement posées avec insistance. Le schéma était suffisamment visible pour que des enquêteurs en Suède et en Afrique du Sud finissent par s'y intéresser. Mais il fallut des années avant que cet intérêt ne produise des conséquences. En décembre 2007, les autorités fiscales suédoises passèrent finalement à l'action. Elles réclamèrent à Möller 4,1 millions de couronnes d'impôts impayés. C'était une somme importante. La réponse de Möller fut simple. L'argent provenait de gains de jeu, dit-il. Les gains de jeu n'étaient pas imposables en Suède. Il ne devait donc rien. La police suédoise perquisitionna sa maison de Malmö pour couvrir la dette. Ce qu'ils saisirent pendant la perquisition fut une collection de bouteilles de brandy et sa collection personnelle de tableaux. Möller déclara alors aux enquêteurs qu'il ne possédait aucun autre bien permettant de couvrir la somme réclamée. L'homme qui possédait une Ferrari, un Hummer, 2 Harley, plusieurs appartements à Malmö et une propriété en bord de mer en Afrique du Sud, déclara aux enquêteurs fiscaux suédois qu'il ne possédait aucun bien. En mars 2009, l'agence suédoise d'assurance sociale retira finalement les allocations d'invalidité de Möller. Une décennie de paiements mensuels, arrêtés, avec une demande de remboursement à venir. La blessure au dos qui avait empêché Thomas Möller de travailler pendant les années où il dirigeait une organisation criminelle internationale à travers 4 pays durant une guerre, ayant fait 11 morts, n'était plus considérée comme une justification suffisante pour continuer à recevoir l'aide de l'État. Mais même cela ne marqua pas la fin de l'histoire financière. En 2014, 11 ans après avoir quitté son poste de président des Hells Angels Suède, Möller créa une société au Royaume-Uni. Il faisait alors l'objet d'une enquête active en Suède pour fraude fiscale. Le Times de Londres publia les détails en 2019. L'enquête suédoise ne l'avait pas empêché de créer de nouvelles structures financières dans une autre juridiction. Elle l'avait simplement redirigé de l'autre côté de la Manche. La demande d'invalidité, la propriété offshore, la Ferrari avec les revenus déclarés d'un homme handicapé, la société créée à Londres pendant une enquête pour fraude fiscale. Chacun de ces éléments pris séparément était déjà remarquable. Ensemble, ils dressaient le portrait d'un homme ayant passé toute sa vie adulte à évoluer dans l'écart entre ce qui pouvait être vu et ce qui pouvait être prouvé. D'un homme qui avait compris que le système juridique récompensait la documentation plutôt que la réalité, et qui avait construit toute son existence financière autour de l'exploitation de cet écart avec la même intelligence méthodique qu'il avait appliquée à la construction de l'organisation criminelle de motards la plus puissante de l'histoire suédoise. Un policier suédois avait demandé comment Möller s'était blessé au dos.
La réponse, si elle avait été donnée honnêtement, aurait été qu'il ne s'était pas blessé au dos du tout. Il avait simplement compris que le système de protection sociale suédois, tout comme le système judiciaire pénal suédois, fonctionnait sur la base de ce qui pouvait être documenté. Et il s'était assuré que ce qui était documenté n'ait aucun rapport avec la réalité. Le casier judiciaire qui n'existait pas. En 2012, la chaîne de télévision suédoise TV4 réalisa un reportage sur les Hells Angels en Suède. Les chiffres qu'ils publièrent étaient précis et accablants. Sous l'ère du leadership de Thomas Möller, les Hells Angels suédois avaient été condamnés pour 2800 crimes. Parmi eux, 420 étaient des infractions violentes. Près de 3000 condamnations criminelles accumulées par une organisation que Möller avait transformée d'un simple club de voitures et de motos à Malmö en l'entreprise criminelle la plus sophistiquée du monde biker suédois. Mais voici ce qui rendait ces chiffres extraordinaires au-delà même de leur ampleur. Le casier judiciaire personnel de Thomas Möller ne comportait que 2 condamnations, coups et blessures, et menaces envers un agent public, plus précisément des menaces contre des policiers. C'était tout. L'homme qui avait fondé le premier chapitre Hells Angels de Suède. L'homme qui avait remporté une compétition darwinienne organisée par un double meurtrier pour obtenir son écusson. L'homme qui avait construit une relation personnelle directe avec Sonny Barger à Auckland et était devenu le dirigeant de tous les chapitres Hells Angels en Europe. L'homme qui s'était personnellement tenu debout sur le toit d'une camionnette avec une mitraillette pour tirer le premier coup d'une guerre ayant fait 11 morts dans 4 pays. L'homme qui avait dirigé l'opération suédoise pendant 3 années de roquettes anti-chars, de voitures piégées et de policiers aveuglés par des bombes placées dans leur voiture. 2 condamnations, coups et blessures, menaces contre la police. Cet écart entre ce que faisait l'organisation et ce pourquoi son dirigeant était personnellement condamné n'était pas un accident. C'était le résultat d'une approche spécifique et délibérée de l'organisation criminelle que Möller avait intégrée dès le départ dans les Hells Angels suédois. Et pour comprendre comment cet écart fut maintenu pendant une décennie, il faut comprendre ce que l'expert biker Lasse Virup voulait dire lorsqu'il décrivait les Hells Angels suédois sous le leadership de Möller. Virup était un journaliste et auteur qui avait passé des années à enquêter sur le monde biker suédois plus profondément que presque n'importe quel autre reporter du pays. Son évaluation de l'organisation construite par Möller était précise et spécifique. Les Hells Angels suédois, disait-il, étaient le club de motards hors la loi, le plus organisé du pays. Ils possédaient la meilleure discipline interne. Ils avaient le taux de rotation des membres le plus faible parmi les organisations comparables. Et ils se consacraient aux entreprises criminelles les plus sophistiquées disponibles, celles qui généraient le plus d'argent tout en exposant le moins possible les dirigeants. Exploitation illégale de travailleurs dans le secteur de la construction, trafic de drogue mené à travers plusieurs couches d'intermédiaires, blanchiment d'argent structuré pour éloigner les profits de leurs origines avant qu'ils n'atteignent quiconque portant un écusson Hells Angels. Opération d'extorsion gérée par des intermédiaires pouvant être sacrifiés si les enquêtes devenaient trop proches. Ce n'étaient pas les crimes d'une organisation agissant de manière impulsive ou transparente. C'étaient les crimes d'une organisation construite par quelqu'un qui comprenait le fonctionnement des enquêtes criminelles et qui avait conçu toute la structure précisément pour les entraver. Lorsque la police enquêtait sur le trafic de drogue lié aux Hells Angels suédois, elle découvrait des réseaux d'intermédiaires séparant les drogues des hommes portant les écussons. Lorsqu'elle enquêtait sur l'exploitation dans le secteur de la construction, elle découvrait des couches de sous-traitance rendant la responsabilité directe difficile à établir. Lorsqu'elle enquêtait sur le blanchiment d'argent, elle trouvait des structures financières suffisamment sophistiquées pour que le lien entre les revenus criminels et la direction des Hells Angels soit rarement assez clair pour permettre des poursuites. Möller se trouvait au sommet de tout cela. Mais être assis au sommet d'une organisation criminelle soigneusement structurée et être juridiquement responsable de crimes spécifiques commis au sein de cette organisation étaient 2 problèmes totalement différents.
les procureurs suédois passèrent des années à tenter de combler cet écart. Ils n'y parvinrent pas. Ce qu'ils obtinrent, ce furent des condamnations pour coups et blessures, et menaces contre des policiers. L'accusation de menaces contre la police offrait elle-même une fenêtre sur la manière dont Möller fonctionnait. Il n'avait pas menacé les policiers par intermédiaire, ni par menaces implicites transmises par des associés. Il les avait menacés directement et personnellement. C'était le même instinct qui l'avait poussé à monter lui-même sur le toit d'une camionnette avec une mitraillette à Helsingborg, plutôt que d'envoyer quelqu'un d'autre. Un homme croyant en l'application directe de sa propre autorité, comprenant que l'implication personnelle envoyait un message qu'une action déléguée ne pouvait pas transmettre. Mais cette attitude directe, appliquée à des policiers dans un contexte pouvant être documenté et observé, produisait la seule catégorie d'accusation qui aboutissait régulièrement à des condamnations. Il pouvait se protéger du trafic de drogue. Il pouvait se distancer du blanchiment d'argent. Il pouvait maintenir une séparation structurelle avec les opérations d'extorsion. Mais lorsqu'il se tenait devant un policier et formulait une menace, aucune couche de structure organisationnelle ne le séparait de l'acte lui-même. Ce furent ces accusations qui conduisirent à des condamnations. Tout le reste se dissolvait. Le schéma était suffisamment constant pour que les forces de l'ordre danoises et norvégiennes, observant leurs homologues suédois lutter contre le même problème de l'autre côté de la frontière, tirent leurs propres conclusions. La police suédoise, remarquait-il, poursuivait les clubs de motards hors la loi avec moins d'agressivité que leurs équivalents danois et norvégiens. Que cela soit une conséquence des bombes dans les allées, du policier aveuglé et de l'engin explosif fixé à une porte d'entrée, ou le reflet d'une approche institutionnelle plus large, le résultat restait le même. L'organisation de Möller opérait en Suède avec une liberté dont les organisations comparables au Danemark et en Norvège ne bénéficiaient pas. Et Möller comprenait cette liberté. Il avait contribué à la créer en rendant visible le prix d'une action agressive des forces de l'ordre aux policiers qui envisageaient de la mener. Une bombe dans une allée est un argument puissant pour fermer les yeux. Plusieurs bombes sur plusieurs années, visant plusieurs policiers dans plusieurs villes, deviennent un argument institutionnel. Cela change ce que l'organisation croit collectivement possible et utile de tenter. Lorsque Möller quitta finalement son poste de président en 2003 pour transmettre le titre à son successeur, les Hells Angels suédois qu'il laissait derrière lui étaient l'organisation criminelle de motards dominante du pays. Pas la plus nombreuse, pas la plus visible publiquement, mais la plus organisée, la plus disciplinée, la plus sophistiquée financièrement et la plus résistante structurellement aux infiltrations des forces de l'ordre. L'organisation que TV4 documenterait 9 ans plus tard comme ayant accumulé 2800 condamnations, pendant que son fondateur repartait personnellement avec seulement 2. Il avait construit exactement ce qu'il voulait construire. Une machine générant des revenus criminels à grande échelle, protégeant ses dirigeants de l'exposition juridique directe, et maintenant sa position grâce à une combinaison de structures internes disciplinées et d'une réputation de violence suffisamment forte pour décourager à la fois la concurrence et la coopération avec les enquêteurs. Les allocations d'invalidité étaient un symbole parfait de toute cette approche. L'État suédois avait payé ses frais médicaux pendant une décennie parce que les documents disaient qu'il était blessé et incapable de travailler. La réalité était tout autre. Mais dans le monde où Möller avait passé sa vie adulte à évoluer, la documentation et la réalité n'avaient jamais eu besoin de correspondre. L'écart entre les deux n'était pas un problème à résoudre. C'était un atout à gérer. Et Thomas Möller l'avait géré avec une constance et une habileté que le système judiciaire suédois, pendant presque 2 décennies, ne parvint jamais à neutraliser. L'Afrique du Sud et l'ombre. En 2003, Thomas Möller remit la présidence des Hells Angels suédois à son successeur et se retira de la direction officielle de l'organisation qu'il avait construite. Mais abandonner le titre n'était pas la même chose qu'abandonner ce monde. Et les années qui suivirent la retraite de Möller révélèrent quelque chose d'important sur le type d'homme qu'il était et le type d'organisation qu'il avait créé. Parce que ce qui se passa après 2003
n'était pas l'histoire d'un homme ayant laissé sa vie passer derrière lui. C'était l'histoire d'un homme qui avait réorganisé sa relation avec cette vie tout en conservant tout ce qui la rendait précieuse. La propriété sud-africaine de Llandudno resta sa résidence principale pendant la moitié de l'année. La maison surplombant les falaises de l'Atlantique n'avait pas changé. La Ferrari n'avait pas été vendue pour couvrir des dépenses quotidiennes. Le mode de vie n'ayant aucun rapport avec une source légitime de revenus déclarés continua sans interruption visible. Ce qui avait changé, c'était le titre officiel, la position dans l'organisation, le rôle formel donnant aux forces de l'ordre suédoises une structure précise à enquêter et une hiérarchie précise à cibler. Sans ce rôle officiel, Möller évoluait dans un espace plus ambigu. Pas un dirigeant actuel, pas un membre actif dans une quelconque capacité documentée. Un homme retraité, vivant entre Malmö et Cape Town, refusant de commenter les affaires de l'organisation. Difficile à relier aux opérations en cours par une chaîne de preuves qu'un tribunal suédois considérerait suffisante. Cette ambiguïté avait de la valeur. Et Möller comprenait précisément cette valeur parce qu'il avait passé une décennie à construire une organisation conçue autour de la gestion stratégique de ce type exact d'ambiguïté. L'ancien président restait présent dans le monde biker suédois d'une manière ne nécessitant aucun titre officiel. Les relations construites pendant une décennie de leadership ne disparaissent pas lorsqu'un homme se retire. Les hommes ayant gravi les échelons de l'organisation sous la présidence de Möller avaient été choisis par lui, façonnés par la culture qu'il avait instaurée, et restaient liés à lui par les liens que les organisations criminelles sérieuses créent parmi leurs membres dirigeants. Il avait construit quelque chose qui n'avait plus besoin de lui pour fonctionner. Mais son absence de la structure officielle ne signifiait pas son absence de la structure informelle. C'est un schéma apparaissant constamment dans l'histoire des organisations criminelles prospères. Le fondateur se retire. L'institution continue. L'influence du fondateur persiste à travers la culture et les hommes qu'il a laissés derrière lui, à travers les relations qu'il entretient de manière informelle, à travers le simple fait que des hommes ayant construit quelque chose ensemble ne cessent pas de se connaître lorsqu'un d'eux change simplement de titre. Möller avait observé cette dynamique de l'autre côté lorsqu'il avait hérité d'une organisation façonnée par la vision de Bent Svan Nielsen. Désormais, il se trouvait lui-même de l'autre côté. Les autorités suédoises continuèrent de l'observer. L'enquête fiscale qui se développait depuis le milieu des années 2000 atteignit son point culminant visible en décembre 2007 avec la demande de 4,1 millions de couronnes, la perquisition de sa maison à Malmö, la saisie du brandy et des tableaux, l'affirmation qu'il ne possédait aucun bien disponible venant d'un homme dont la propriété sud-africaine seule aurait couvert plusieurs fois la somme réclamée. Mais Möller n'était pas en Suède lors de la perquisition. Il partageait son temps, et la propriété sud-africaine, située hors de la juridiction suédoise, dans un pays possédant son propre cadre légal et sa propre approche de la récupération d'avoirs étrangers, n'était pas quelque chose que les autorités suédoises pouvaient atteindre avec une simple opération nationale. La dimension internationale de la vie financière de Möller n'était pas accidentelle. Elle était structurée. Les hauts dirigeants bikers scandinaves avaient développé une compréhension précise de la manière d'utiliser la géographie comme outil de protection financière. Les biens détenus en Afrique du Sud par un citoyen suédois pouvaient théoriquement être récupérés. En pratique, la complexité juridique des récupérations d'actifs entre plusieurs juridictions, leur coût et le temps qu'elles nécessitaient signifiait que ces biens existaient de fait dans un espace protégé. Les autorités suédoises pouvaient émettre des demandes. Elles pouvaient mener des perquisitions sur le territoire suédois. Elles pouvaient saisir ce qu'elles trouvaient dans leur juridiction. Ce qu'elles ne pouvaient pas facilement atteindre, c'était la propriété au-dessus des falaises atlantiques, où Möller passait la moitié de son année. Les allocations d'invalidité prirent finalement fin en mars 2009. Une décennie de paiements mensuels retirés, des demandes de remboursement émises. L'agence suédoise d'assurance sociale avait finalement conclu ce que n'importe quel observateur ayant accès aux registres immobiliers et à un vol vers Cape Town aurait pu établir des années plus tôt.
L'homme touchant des allocations pour une blessure au dos ne vivait pas la vie d'un homme souffrant réellement d'une blessure invalidante. Mais la fin des allocations d'invalidité ne marqua pas la fin des manœuvres financières. En 2014, Möller créa une société au Royaume-Uni. Il faisait alors l'objet d'une enquête active en Suède pour fraude fiscale. Le Times de Londres publia les détails en 2019, 5 ans après la création de la société. L'enquête suédoise ne l'avait pas empêché de construire de nouvelles structures financières dans une juridiction différente. Il avait simplement déplacé ses activités de l'autre côté de la Manche vers un pays possédant son propre registre des sociétés, son propre système juridique et sa propre relation avec les demandes d'enquêtes étrangères. Le schéma observé durant toute la période post-retraite était cohérent avec tout ce qui l'avait précédé. Lorsque les autorités suédoises exerçaient une pression à un endroit, l'activité réapparaissait ailleurs. Lorsqu'une structure financière devenait visible et vulnérable, une autre était créée dans une juridiction différente, avant même que la première ne soit totalement fermée. L'effet matelas-d'eau que les criminologues avaient identifié dans le contexte de l'interdiction des clubs de motards hors la loi s'appliquait tout autant aux opérations financières de leurs dirigeants. Appuyé à un endroit, la pression se déplace. En 2009, un journaliste du journal suédois Expressen fut licencié pour avoir eu des contacts inappropriés avec Möller. Le rédacteur en chef Thomas Mattsson expliqua directement pourquoi. Être associé à l'un des représentants les plus connus des Hells Angels n'est pas une bonne chose, dit-il. La crédibilité du journaliste avait été endommagée non pas à cause de ce qu'il avait écrit, ni à cause d'un conflit d'intérêts démontrable dans ses publications, mais simplement parce qu'il avait été vu en compagnie d'un homme ayant quitté la direction officielle des Hells Angels 6 ans plus tôt. Cette réaction révélait quelque chose sur le poids que portait encore le nom de Möller en 2009. Il était retraité. Il n'occupait aucun poste officiel. Il n'avait pas été condamné pour un crime grave pouvant être cité publiquement comme raison spécifique de cette inquiétude. Mais sa simple association, 6 ans après sa présidence, suffisait à mettre fin à la carrière d'un journaliste dans un grand journal suédois. Le rédacteur en chef n'avait pas besoin d'expliquer en détail pourquoi avoir des contacts avec Thomas Möller était un problème. Son nom portait sa propre explication. C'est un type de pouvoir très particulier, pas le pouvoir d'un titre actuel ou d'un rôle actif dans une organisation. Le pouvoir d'une réputation si profondément établie à travers une décennie de construction, de direction et de démonstration personnelle de ce qu'il était prêt à faire, qu'elle persistait indépendamment de toute position actuelle. L'homme qui s'était tenu sur le toit d'une camionnette avec une mitraillette en 1994 restait, 15 ans plus tard, quelqu'un dont la simple compagnie pouvait mettre fin à une carrière dès lors qu'elle était documentée. Il serait revenu en Suède depuis l'Afrique du Sud au début de l'année 2009. La période du retrait de ses allocations d'invalidité, de la demande fiscale, de l'enquête en cours. Un homme gérant plusieurs pressions simultanément dans plusieurs juridictions, comme il avait toujours géré les choses, avec patience, avec une pensée structurelle, avec la compréhension que l'écart entre ce que les autorités pouvaient devoir et ce qu'elles pouvaient prouver était l'espace dans lequel toute sa vie adulte s'était déroulée. L'organisation qu'il avait laissée derrière lui continua à fonctionner en son absence, avec la discipline et la sophistication qu'il y avait intégrées. Les Hells Angels suédois restèrent l'organisation criminelle de motards dominante du pays. L'exploitation dans le secteur de la construction continua. Le trafic de drogue continua. Le blanchiment d'argent continua. La structure conçue par Möller pour protéger les dirigeants de l'exposition judiciaire directe continua de fonctionner exactement comme prévu. Et en 2012, lorsque TV4 publia son reportage documentant 2800 condamnations accumulées par les Hells Angels suédois, la contribution personnelle de Thomas Möller à ce chiffre restait ce qu'elle avait toujours été, coups et blessures, et menaces contre un policier. L'écart ne s'était pas refermé. Il était simplement devenu un dossier historique plutôt qu'une enquête en cours. Le fondateur avait pris sa retraite. L'institution avait continué. Et la distance entre ce que Thomas Möller avait construit et ce pourquoi Thomas Möller avait été personnellement tenu responsable restait
comme cela avait toujours été le cas, la mesure la plus révélatrice du caractère totalement délibéré et méthodique de tout ce qu'il avait construit autour de lui. L'écart. Il existe une manière bien précise dont les autorités suédoises, les journalistes et les forces de l'ordre des pays voisins décrivaient Thomas Möller, lorsqu'il faisait attention à distinguer ce qu'il savait réellement de ce qu'il soupçonnait. Il décrivait deux hommes. Le premier homme était celui que montraient les archives officielles. Un citoyen suédois handicapé. Un ancien membre de club de motards qui avait quitté son rôle organisationnel en 2003 et pris une retraite discrète. Un homme dont le casier judiciaire montrait des condamnations pour coups et blessures et menaces contre un policier. Un homme ayant touché des allocations d'invalidité de l'État pendant une décennie, ayant affirmé ne posséder aucun bien important durant une enquête fiscale, ayant créé une société à Londres en tant que simple particulier exerçant son droit légal de faire des affaires dans une autre juridiction. Un homme qui, selon les documents disponibles aux autorités suédoises, n'avait aucune source évidente de la richesse que son mode de vie semblait révéler, et aucune activité criminelle en cours pouvant lui être spécifiquement attribuée personnellement. Le second homme était celui dont tous ceux ayant passé du temps à enquêter sur le monde criminel suédois savaient qu'il existait réellement. Le fondateur du premier chapitre Hells Angels de Suède, créé à travers une compétition darwinienne organisée par un double meurtrier condamné depuis une cellule de prison danoise. L'homme qui avait grimpé sur le toit d'une camionnette avec une mitraillette et personnellement tiré le premier coup d'une guerre, ayant fait 11 morts dans 4 pays. L'homme qui avait pris l'avion pour Auckland afin de s'asseoir face à Sonny Barger et construire une relation personnelle directe avec le fondateur de l'organisation criminelle de motards la plus puissante du monde. L'homme qui avait fini par diriger tous les chapitres Hells Angels d'Europe, qui avait conduit l'opération suédoise pendant 3 années de roquettes anti-chars, de voitures piégées et de policiers aveuglés par des explosifs placés dans leurs véhicules. L'homme qui avait signé l'accord de paix, mettant fin à cette guerre avant de rentrer chez lui pour toucher ses allocations d'invalidité. L'homme qui possédait une Ferrari, un Hummer, une propriété en bord de mer en Afrique du Sud et un musée privé d'objets nazis pendant que l'État suédois payait ses frais médicaux pour un mal de dos. Ces deux hommes ont coexisté simultanément pendant près de 2 décennies. Et l'écart entre eux n'était pas un échec du système judiciaire suédois au sens d'un système incapable de faire ce pourquoi il avait été conçu. C'était la démonstration de quelque chose de plus fondamental, qu'un criminel suffisamment intelligent et patient, opérant dans les contraintes structurelles d'un système juridique démocratique construit autour des standards de preuve et de la présomption d'innocence, pouvait maintenir cet écart indéfiniment tant qu'il ne commettait jamais le genre d'erreur ne laissant aucune place au doute raisonnable. Möller fit très peu de ces erreurs. La condamnation pour coups et blessures, la condamnation pour menaces contre la police, des moments où son instinct pour l'action personnelle directe avait pris le dessus sur la prudence structurelle qu'il appliquait à tout le reste. Mais ces incidents restaient isolés dans une carrière construite presque entièrement sur la gestion minutieuse de la distance entre lui-même et les conséquences prouvables de ce qu'il avait bâti. L'organisation qu'il avait créée survécut à sa présidence pendant des années et continua d'opérer avec la sophistication qu'il lui avait donnée. Les Hells Angels suédois, que TV4 documenta en 2012 comme ayant accumulé 2800 condamnations, étaient encore reconnaissables comme l'organisation que Möller avait bâtie à Malmö à la fin des années 1980 et au début des années 1990. La discipline était la sienne. La structure était la sienne. La spécialisation criminelle dans des activités à haut revenu et faible exposition était la sienne. L'approche consistant à protéger les dirigeants de toute responsabilité pénale directe était la sienne. Il avait construit quelque chose qui n'avait plus besoin de lui pour continuer à être ce qu'il en avait fait. C'est la mesure la plus exacte de ce que Thomas Möller a accompli. Pas la guerre qu'il a déclenchée, pas la paix qu'il a signée, pas le mode de vie qu'il a maintenu grâce aux allocations d'invalidité, pas même la relation directe avec Sonny Barger qui avait fait de lui la figure Hells Angels, la plus puissante d'Europe à son apogée.
La mesure la plus exacte était que l'organisation qu'il avait créée dans une ville suédoise en désindustrialisation au début des années 1990 fonctionnait toujours, dominait toujours, résistait toujours structurellement aux infiltrations des forces de l'ordre, des années après que l'homme qui l'avait construite ait transmis son titre et partagé sa vie entre Malmö et une propriété en bord de mer à Cape Town. Bent Sven Nilsson avait conçu une compétition pour trouver l'homme idéal afin de créer le premier chapitre Hells Angels de Suède. Il l'avait spécifiquement conçu pour produire un homme capable d'éliminer la concurrence, de maintenir la discipline et de bâtir quelque chose de durable. La compétition a fonctionné. Elle a produit exactement l'homme que Nilsson recherchait. Mais Nilsson ne pouvait pas savoir, à la fin des années 1980, assis dans sa cellule de prison danoise, en train de concevoir cette compétition, que l'homme qu'elle produirait finirait par le dépasser, que le casier judiciaire vierge qui avait donné à Möller accès à Sonny Barger se transformerait en une ligne directe d'autorité, que les condamnations pour meurtre de Nilsson lui avaient définitivement fermé, que l'homme de Malmö finirait par diriger non seulement la Suède, mais toute l'Europe, que l'organisation qu'il construirait accumulerait près de 3000 condamnations criminelles, pendant que son fondateur n'en accumulerait que 2. Thomas Möller est toujours vivant. Il vit entre la Suède et l'Afrique du Sud. Il n'occupe aucun poste officiel dans un quelconque club de motards. Ses allocations d'invalidité ont été stoppées en 2009. L'enquête fiscale a continué pendant des années. La société qu'il a créée à Londres en 2014, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête, a été révélée par le Times de Londres en 2019. Son musée privé d'objets nazis se trouve quelque part, probablement encore catalogué et préservé, avec l'attention qu'il accordait toujours aux choses qu'il considérait dignes d'être conservées. Les Hells Angels suédois qu'il a fondés en 1993 existent toujours. L'écart entre ce que Thomas Möller a construit et ce pourquoi Thomas Möller a personnellement été tenu responsable ne s'est jamais totalement refermé. Il reste ouvert. Un espace défini d'un côté par près de 3000 condamnations organisationnelles et de l'autre par des condamnations pour coups et blessures et menaces contre un policier. Et cet écart est toujours ouvert. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme accumule suffisamment d'accusations criminelles pour passer 55 ans derrière les barreaux sans jamais purger un seul jour ? Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir comment cela s'est produit.